Bonjour, bienvenue à l'Université populaire libre et solidaire. Nous sommes ces nouvelles générations de pensée qui refusant tous les a priori des destins tout faits et des échecs programmés, toutes les fatalités contemporaines. Ici, au Grand Voisin, dans l'amphithéâtre Le Long, construit en 1957, en face du bâtiment Pinard, où 400 000 Parisiens sont nés, dans ce qui est encore quelque peu et jusqu'à la fin de l'année l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, nous continuons cette guerre sans merci contre la misère morale et matérielle qui touche les plus démunis de toute couleur, toute classe sociale, tout sexe, tout âge, avec ou sans papier, contre la violence contemporaine, contre la post-vérité qui attaque de toutes parts, contre les préjugés, les idées fixes, les passions tristes, faites pour des civilisations libres et solidaires. Ici, chaque mercredi, par les sciences, par les lettres et par les arts, nous proposons une réponse de raison et d'ambition aux problèmes de notre temps. Réchauffement climatique. Dans 15 jours, l'économie sociale et solidaire peut-elle sauver l'économie? Dire Dieu, dire les dieux. Lors de la séance sur la chimie, nous avons vu que même si Lafarge, Monsanto et Total ont de solides arguments, nous avons également les moyens de nous défendre. Lors de la séance sur le soleil, nous l'avons écouté. C'est un sol dièse. Lors de la séance affrontée pour avancer, nous avons entendu les évolutions des politiques sécuritaires, des États et des pouvoirs. Et nous sommes téléportés, on va dire, en mars 1871, à la Commune de Paris, rue du Chevalier de la Barre, lorsque le général Lecomte a dit « Anjou et feu » et que les soldats n'ont rien fait. Lors de la séance sur l'émigration, nous avons affirmé que nous en avons assez de ce traitement misérabiliste des migrants, quand par exemple à Sanguette, en 2000, il y avait déjà 60% des migrants qui étaient bacheliers. Et nous sommes questionnés également de façon assez tragique sur est-ce que le droit d'asile fait encore partie de l'état de droit. La semaine dernière, sur les biodiversités, nous avons entendu que les espèces et les écosystèmes sont piétinés par l'anthropocène, c'est-à-dire ce terme qui désigne notre époque, où l'homme ordonne à la nature. Et donc aujourd'hui, nous partons dans les étoiles, vers les premières équations, à la recherche du chat de Schrödinger, mais également à la recherche du chat philosophe d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que l'univers, est-ce que c'est le chaos ou l'harmonie qui gouverne dans l'univers? Qu'est-ce qu'il y a au fond d'un trou noir? Nietzsche nous répondrait qu'il est nécessaire d'avoir du chaos, un chaos au fond de soi pour voir émerger une étoile dansante. Mais il nous mettrait en garde aussi. Si tu regardes au fond des abysses, les abysses regardent en toi. Et il nous questionnerait, de quelle étoile sommes-nous tombés pour nous rencontrer? Donc oui, il est grand temps de rallumer les étoiles, et de façon plus prosaïque. Est-ce que les lois qui régissent l'univers sont-elles soumises à notre système d'observation? Et est-ce qu'il est toujours d'actualité que toutes les lois de la nature fusionnent vers une seule équation pour faire un pont entre la relativité générale et la mécanique quantique? Donc aujourd'hui, avec Aurélien Barraud, astrophysicien du laboratoire de physique subatomique de Grenoble, et avec notre Maël Haïnim Chérif, descendant, dit-il, du prophète, et Berger, qui a fondé la Galerie des Arts Voisins, eh ben on va partir dans les étoiles tout en restant dans l'amphithéâtre Le Long. Voilà, Maël, je te passe la parole. Merci. Merci de nous recevoir. Moi, comme tu l'as décrit, je suis un fils des nuages qui est hébergé ici. Donc le jour que, dès ma naissance, mes parents cherchaient l'eau, la pluie dans le désert.
Donc on scrutait tous les nuages. Et la nuit, le ciel était un super observatoire de toute la Voie lactée et du cosmos. Donc déjà tout petit, on avait comme ça des leçons liées à l'imaginaire des bédouins du désert par rapport au ciel, par rapport aux étoiles, aux planètes, à l'interaction des étoiles aussi filantes qui tombent dans le désert, des météorites. Il y avait tout un phénomène qui a et qui a toujours dans le désert ses propres scientifiques qui puisent des connaissances depuis le XIIIe siècle. Voilà. Et je me suis inspiré un petit vers poétique qui vient du cosmos vers la réalité. Mais où est-elle cette réalité dans ce cosmos encore plus irréel? Dans cette prose de l'amour astrophysique ou astrospirituel. Attends ma visite à l'heure où la nuit devient obscure, car la nuit est le meilleur moyen pour garder le secret. Ce que je ressens pour toi, si la lune ne le ressentait, elle ne se montrerait pas. Si la nuit l'éprouvait, elle ne ferait pas tomber ses ténèbres. Et si l'étoile l'éprouvait, elle ne marcherait plus la nuit dans la Voie lactée qui luit. Ça, c'est un petit vers qui nous raccroche aux étoiles. Et moi, ma petite histoire, c'est qu'après quelques années passées ici en Occident, après mes études, je suis retourné dans le désert et à force d'observation du ciel, j'ai rencontré un grand érudit dans le désert qui m'a donné ma première leçon d'astronomie. C'était une constellation qui s'appelle Meshbouha, l'écartelé, qui a une histoire qui m'a éduqué. Et c'est le côté éducation via le cosmos, via les étoiles, puisque l'homme du désert maîtrise, c'est le GPS, on sait où on est dans le désert avec les étoiles et avec toute cette science. Et en fait, il m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui est venu attaquer un campement où il n'y avait que des femmes et des enfants, et avec une seule chamelle pour survivre, les guerriers étant en vadrouille. Ce monsieur a tué cette chamelle pour manger, etc. Et que les forces de la nature l'ont puni en décartelant dans le ciel. Donc c'est devenu une constellation un peu en croix, comme ça, avec deux étoiles, une à droite qui est rouge, la main qui a coulé le sang de la bête, par exemple. Et donc, ça m'a appris énormément de choses, une manière, un comportement, le fait de ne pas être à la place de ce monsieur, d'éviter de se faire écarteler. Donc, il y a une constellation, et moi, quand je la vois, ça m'emplit de joie, et ça me motive beaucoup. Maintenant, l'explication astrophysique de ce phénomène n'existe pas, ça appartient à mon imagination, ça appartient à cette liberté qu'offre le cosmos, qu'offrent toutes les interactions qui s'y passent, les trous noirs, etc. Voilà, j'avais envie de commencer par cette petite histoire. Et Aurélien, je vous passe la parole. Après, je rebondirai sûrement sur... Bonsoir. C'est très dur de parler après Maël parce que moi, j'aurais juste envie de me taire et de regarder le ciel maintenant. Et je trouve que ce serait la seule réponse adéquate, en fait. Je le connais depuis 10 minutes, hein, et je trouve déjà que, en fait, c'est pas un artiste, c'est un monde, c'est un univers.
Bergson disait que son corps allait jusqu'aux étoiles. Voilà, moi je trouve que ton corps va jusqu'aux étoiles et ça se sent, et ça irradie. Et finalement, c'est là qu'il se passe quelque chose. En fait, je ne suis même pas heureux ni honoré d'être là ce soir, je suis ému d'être là. Je trouve que c'est le... Il n'y a aucun autre endroit au monde où je préférerais être ce soir. Voilà. C'est... Alors, tu t'es présenté tout à l'heure quand on s'est rencontrés 5 minutes avant le début, un artiste engagé. Artiste engagé, dans mon imaginaire propre, ça m'a fait penser à Jean Genet, qui est un poète engagé, très engagé après pour la cause des Noirs américains en particulier, et des minorités en général d'ailleurs. Et dans son très beau livre Notre-Dame des Fleurs, il écrivait Divine est morte hier, dans une flaque, si rouge de son sang vomi qu'en expirant, elle eut l'ultime illusion que ce sang était l'équivalent visible du trou noir. Équivalent d'un violon aperçu dans un cabrac d'objets chez le juge, et l'appelant avec une insistance obsédante, comme un Jésus le chiancre doré ou lui, son Sacré-Cœur en flammes. Et si je pense à cette phrase, non, c'est parce qu'il est question de musique, il est question de trou noir, et il est question de lumière, de flamme, d'origine. Et je crois que c'est un peu ça, finalement, notre cosmologie, notre rapport au cosmos, et l'histoire que je voudrais vous raconter maintenant, celle de notre perception scientifique de l'univers, j'aimerais vraiment qu'elle ne vienne pas corriger ou supplanter celle que Maël vient de présenter, parce que ce que je crois au plus profond, c'est qu'il y a différentes manières de faire des mondes, que ces manières sont consubstantielles, et ce qui est peut-être plus important encore, c'est qu'elles ne se réduisent pas les unes aux autres. Aucune ne devrait avoir, me semble-t-il, vocation hégémonique ou totalisante. Et finalement, surtout ici ce soir, je crois que si quelqu'un peut le comprendre, c'est bien l'Assemblée qui se trouve là, parce qu'on vient tous de lieux tellement différents, avec des a priori, des cultures, des croyances, des amours tellement divergents, et pourtant qui se retrouvent quand même dans une communion incarnée, qui est notre présence physique autour d'un univers qu'on contemple et auquel on a envie de donner un peu de sens. Alors je crois que le geste que nous essayons de faire avec l'astronomie, mais aussi finalement avec l'art et la littérature, évidemment, c'est avant tout un geste d'humilité, c'est-à-dire prendre conscience de notre propre cécité, de ce que l'essentiel de la lumière cosmique, nous ne pouvons pas la voir avec nos yeux, parce que l'univers est traversé de rayonnements qui ne nous sont pas directement accessibles. Donc pour comprendre un peu ce qu'est ce monde dans lequel nous baignons, vis-à-vis duquel d'ailleurs nous sommes à la fois absolument dérisoires et absolument immenses, parce qu'il n'y a pas d'échelle fondamentale, donc nous sommes à la fois la quasi-totalité et la quasi-nullité. Et je crois que donc dans ce monde, il faut apprendre à le voir avec des yeux différents, plus généraux, plus génériques, plus globaux que ceux dont l'évolution naturelle nous a dotés. Par exemple, on pouvait scruter l'univers ce soir avec des yeux sensibles aux ondes radio. On verrait un autre ciel. On verrait la structure filamentaire des galaxies qui nervurent l'univers à grande échelle. C'est réel, mais avec nos yeux, on ne le voit pas, parce que nos yeux ne sont pas sensibles à cette lumière-là. Si nous étions sensibles, par exemple, à la lumière dite micro-ondes, qu'est-ce qu'on verrait ? On verrait un cosmos éblouissant, on verrait un ciel extraordinairement lumineux, aussi lumineux que le Soleil dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique fossile. C'est en quelque sorte l'écho du Big Bang. On ne le voit pas avec nos yeux, et pourtant c'est réel. En ce moment, là, dans cette pièce, nos corps sont traversés par ces rayonnements. Et le fait qu'on ne les voit pas n'ôte rien à leur légitimité d'être. À un peu plus haute énergie, si on voyait les infrarouges, on pourrait accéder par exemple au cœur de la galaxie, on pourrait voir ce qui se passe autour du trou noir central. Même que ce sont des rayonnements qui sont absorbés dans les ondes optiques et que donc nos yeux usuels, une fois de plus, ne peuvent pas voir. À plus haute énergie encore, si on avait des yeux sensibles aux ultraviolets, on pourrait en quelque sorte remonter encore plus loin dans le passé et on pourrait voir les premiers instants qui suivent le Big Bang, les premières secondes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse.
À plus haute énergie, si on avait des yeux sensibles aux rayons X, on verrait des objets catastrophiques, on verrait les plus hautes énergies de l'univers, on verrait des températures qui se chiffrent en millions de degrés. Et enfin, dans le domaine extrême, si nous avions des yeux sensibles à ce qu'on nomme les rayons gamma, alors c'est un tout autre cosmos qui s'ouvrirait à notre regard. On ne verrait pas le Soleil, on ne verrait pas la Lune, on ne verrait pas les étoiles, on ne verrait pas les planètes. On verrait à la place un pulsar qu'on appelle la nébuleuse du crabe. Et ce qui est beau, c'est que ce pulsar, on le voit à peine à l'œil nu. Et je crois que la petite morale de cette non pas leçon, mais histoire que je nous raconte, c'est que le monde, en fait, est constitué de mondes au pluriel. C'est que l'univers a différentes facettes, qu'elles ne se réduisent pas les unes aux autres et qu'il est impossible de déduire l'un des aspects de la simple connaissance de l'autre. Autrement dit, tout cela est beaucoup plus riche, divers, protéiforme, diapré, que nous n'aurions pu l'imaginer a priori. Et puis on peut aller au-delà. On peut utiliser les neutrinos, qui sont des petites particules un peu fantomatiques, comme ça, un peu spectrales, qui révèlent le cœur des objets. Là encore, nos yeux ne les voient pas, mais ce sont des médiateurs de l'univers qui permettent d'accéder à des phénomènes insoupçonnés et de dessiner une nouvelle facette de ce même cosmos. Et puis, on pourrait aussi utiliser ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. On en a beaucoup parlé récemment parce que nous avons fait des progrès technologiques considérables. Ce sont en quelque sorte des petites vibrations de l'espace. Ça, c'est d'une beauté sidérante, presque intimidante en fait, parce que nous sommes dotés d'un nouveau sens. C'est un peu comme si, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous étions enfin capables de scruter l'univers avec des yeux de géomètre. Vous savez, c'est un peu ce que Platon voulait faire. Il écrivait à l'entrée de l'Académie que nul n'entre ici qui n'est géomètre. Eh bien, c'est ce qui se passe maintenant. On est enfin capable de voir la géométrie de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui est radicalement novateur et qui révèle des structures qui révélera des structures dont vraisemblablement nous n'avions absolument pas conscience. Encore mieux, dont nous n'avions pas même envisagé la possibilité. Et ça, je trouve que c'est ce qui est très beau dans la démarche scientifique, c'est que, et d'ailleurs dans la démarche artistique également, c'est que c'est d'une part une création. Nous jouissons d'une liberté presque démiurgique. Et en même temps, quelque chose s'impose à nous. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un rapport à l'altérité. C'est-à-dire que le monde n'est pas uniquement ce que nous avons décidé qu'il soit. Il y a quelque chose parfois qui dépasse nos désirs, nos fantasmes, nos attentes, nos projections. Et ça, l'émerveillement de la découverte. Alors grâce à tout cela et à beaucoup d'autres moyens encore, nous avons aujourd'hui échafaudé une histoire de l'univers et nous avons, mais je dirais plutôt l'espoir de comprendre quelque chose à son histoire entre, disons, un milliardième de seconde après le Big Bang et l'époque contemporaine. Et ce modèle, qu'on a donc de façon générique, le modèle du Big Bang, celui d'un univers en explosion ou en expansion depuis l'instant primitif, il repose sur des piliers observables. D'abord, vous avez remarqué, n'est-ce pas, et on le verra tout à l'heure en sortant, le ciel nocturne est noir. Et le simple fait que le ciel soit noir, c'est déjà quelque chose qui nous montre que l'univers ne peut pas être infini, éternel et statique. Parce que si l'univers était partout le même, le ciel nocturne devrait être extraordinairement brillant. Donc c'est très beau parce qu'on n'a même pas besoin de faire des calculs compliqués. La simple magie inhérente à l'obscurité du ciel nous dit déjà quelque chose de la forme ou de la possibilité de son origine et pointe déjà quelque part en direction du Big Bang. Mais il y a d'autres observables. Par exemple, on voit que toutes les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres, au moins à grande échelle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, ça veut dire précisément que nous vivons dans un monde en explosion, en accord avec l'image naïve, pourrait-on dire, du Big Bang. Mais il y a autre chose, on voit que les âges concordent. On se dit, si je passe le film à l'envers, combien de temps me sépare du Big Bang? Je veux dire environ 10 milliards d'années. Et les âges des objets qui se trouvent dans l'univers ont précisément tous moins de 10 milliards d'années. Vous voyez, ça commence à converger. Tout cela plaide dans le même sens. Et puis, je vois que l'univers est encore en train d'évoluer, que les galaxies évoluent. Et ça aussi, ça me laisse penser que peut-être je ne suis pas très loin de l'instant originel. Parce que si l'univers avait disposé d'un temps infini pour évoluer, sans doute je serais déjà à l'équilibre.
Et puis, je vois aussi ce qu'on appelle la synthèse des noyaux, parce que près du Big Bang, exactement, peu après le Big Bang, il faisait très chaud, n'est-ce pas, comme dans les étoiles. Et vous savez que les étoiles créent les noyaux. Nous sommes nous-mêmes des poussières d'étoiles, des résidus d'étoiles. Et donc le Big Bang a dû créer également ces noyaux. Et ces quelques noyaux formés juste après le Big Bang, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, on les observe en effet dans l'univers. Aussi vient corroborer l'idée. Et puis enfin, le rayonnement cosmologique fossile que j'évoquais il y a quelques minutes et qui constitue en quelque sorte la première lumière de l'univers vient parachever l'ensemble de l'édifice. Donc aujourd'hui, nous jouissons comme ça d'une sorte de puzzle qui, quelle que soit la manière dont on l'appréhende, vient renforcer cette idée du Big Bang. Est-elle pour autant prouvée? En est-on pour autant certain? Évidemment non. Aucune théorie n'est jamais prouvée en sciences de la nature. Ce qui fait la spécificité de ce rapport au réel, c'est justement d'intégrer sa fragilité. Être un scientifique, et je vais le dire à chaque fois, je crois, mais aussi être un artiste ou un poète, c'est précisément avoir conscience de la limite. C'est précisément, me semble-t-il, faire la faille qui est consubstantielle à ce désir de connaissance qui, dans une certaine mesure, nous dépasse nécessairement. Vous savez, Platon lui-même, qui ne prêchait pas par excès de modestie, écrivait dans son grand texte cosmologique, qu'on appelle le Timée, que toute connaissance liée à l'univers ne peut être que vraisemblable. Autrement dit, ici, nous savons, sans coup férir, qu'il nous faut rester humbles et modestes. Mais en contrepoint de ces observations, on a quand même quelque chose de très beau, c'est la théorie. Et la théorie, c'est ce qu'on appelle la relativité d'Einstein. Cette théorie, elle nous apprend d'abord, avec la relativité restreinte, que quelque part, on peut voyager dans le futur. Que si, par exemple, je me mettais à courir très vite, mais vraiment très vite, près de 300 000 km par seconde, eh bien, mon temps ne s'écoulerait plus à la même vitesse que le vôtre. Pendant que s'écoulerait par exemple 1 minute pour moi, il pourrait s'écouler 10 ans ou 100 ans pour vous. Donc ceux d'entre vous qui sont plus jeunes que moi deviendraient plus vieux que moi. Je pourrais par exemple devenir plus vieux que mes propres parents, si mes parents étaient eux-mêmes en mouvement et que je restais statique. Donc on apprend avec la relativité que toute notre conception figée comme ça du temps, le philosophe Kant disait que c'était une forme a priori de la connaissance, le temps, comme l'espace. Il fallait se les donner. Et que seulement quand ils étaient donnés, on pouvait penser. Eh bien, aujourd'hui, on découvre que peut-être c'est un peu plus subtil que ça. Non pas que Kant avait tort, ça ne veut rien dire, c'est toujours un système philosophique de dire qu'il a tort, mais simplement peut-être dépassé dans une vision a posteriori, c'est-à-dire que le temps et l'espace sont des choses sur lesquelles on peut parler. Et ensuite, la relativité est devenue générale. Et ce que nous montre la relativité générale, moi je trouve que c'est un cosmos qui est fascinant, parce que l'espace devient en quelque sorte mobile, un peu comme si nous étions en train de vivre dans une trame qui était susceptible de se distordre ou de se distendre eu égard à la présence des corps. Ma main ici va légèrement courber l'espace autour d'elle. Mais ça, philosophiquement, c'est très beau parce que ce n'est pas seulement un résultat technique, si vous voulez. Ce n'est pas simplement quelque chose qui permet de faire des calculs. C'est vraiment une révolution philosophique parce que ça veut dire que plus rien n'est figé dans l'univers. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des objets en mouvement qui se déplacent sur un objet en mouvement lui-même, qui est l'espace-temps. L'espace-temps devient un champ, pour le dire en termes un peu scientifiques, un champ susceptible d'évolution. Et l'expansion de l'univers que j'évoquais il y a quelques secondes, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ce n'est pas un mouvement des galaxies dans l'espace, c'est le mouvement de l'espace lui-même. En fait, l'espace est en train de bouger. Et la dilatation de l'espace est la véritable cause de l'expansion de l'univers qui se traduit par l'éloignement des objets. Et vous voyez, en étant provocateur, on pourrait dire que les galaxies s'éloignent sans bouger. Les galaxies sont prisonnières de l'espace et l'espace se dilatant, les galaxies sont contraintes de s'éloigner. Ce n'est pas simplement un résultat scientifique. Je crois que c'est aussi une déconstruction philosophique de la nature profonde, finalement, de la structure ultime ou intime du réel. Mais c'est de la science. Donc, c'est imparfait. Donc, il y a des problèmes, il y a des questions, il y a des apories, c'est-à-dire des choses qui s'arrêtent. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable de le présenter.
Parce que vous savez, parfois au lycée ou même à l'université d'ailleurs, on apprend aux jeunes la vision scientifique du monde comme une sorte de vérité révélée. En réalité, c'est le contraire de ça. C'est une histoire titubante, pleine de points de rebroussement, pleine d'options, et puis de temps en temps, comme ça, jalonnée ou constellée de petites épiphanies d'émerveillement. Mais aujourd'hui encore, il y a des problèmes. Ça ne signifie pas que la science ne fonctionne pas, ça signifie au contraire qu'elle fonctionne bien, puisqu'elle intègre ces problèmes, elle ne les cache pas, elle n'en a pas honte, et elle y fait face. Et nos problèmes sont immenses. Je cite juste quelques problèmes fondamentaux de la cosmologie. D'abord, notre existence. Nous ne devrions pas exister. Si on fait le calcul naïf, nous devrions former presque autant de matière que d'antimatière. La matière et l'antimatière auraient dû s'annihiler, c'est-à-dire en quelque sorte disparaître juste après le Big Bang. Donc notre simple existence est déjà une preuve, en quelque sorte, que nous ne comprenons pas bien ce qui se passe. Mais il y a pire. Je pense à ce qu'on appelle les fameux trous noirs. Vous savez, les trous noirs, ce sont des sortes de zones de l'espace qui se découplent un peu du reste du monde. C'est-à-dire qu'il est possible d'y entrer, mais il est impossible de s'en extraire. Ils sont en quelque sorte des voyages à sens unique. Les trous noirs sont réels, on le sait maintenant de façon quasiment certaine. Les ondes gravitationnelles qu'on a récemment détectées ont directement mis en évidence l'existence de trous noirs. Ils font partie du bestiaire de l'astronome. Mais les trous noirs sont mystérieux. Parce que, par exemple, on ne comprend pas ce que devient l'information qui tombe dedans. On a l'impression que les trous noirs sont amnésiques, qu'ils perdent la mémoire de ce qui les a formés. Et ça contredit des théorèmes très généraux de la physique. Et on ne sait pas aujourd'hui quelle est la réponse à ce paradoxe. Là, des trous noirs, on peut penser à ce qu'on appelle la matière noire. La matière noire, c'est quelque part insupportable. C'est presque un motif d'insomnie pour tout scientifique qui se respecte. Parce que ce que nous apprend l'étude de la matière noire, c'est que l'immense majorité de la masse de l'univers est non seulement invisible, mais également inconnue. Les étoiles, c'est-à-dire pratiquement tout ce qu'on voit dans le cosmos, ne représentent qu'à peu près 0,5% de la masse totale de l'univers. C'est dérisoire, c'est rien du tout. L'essentiel de ce qui révèle le noyau dur des objets de notre environnement échappe strictement à notre compréhension contemporaine, aussi bien du point de vue du macrocosme, c'est-à-dire de sa structure cosmique, si vous voulez, que du point de vue du microcosme. On ne sait même pas quelles sont les particules élémentaires qui le constituent. Ça, je crois que c'est une évocation assez abyssale de notre incompréhension. Et puis au-delà, on peut penser à ce qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire, c'est le nom qu'on donne à ce mystérieux phénomène observé depuis environ 15 ans, à savoir que l'univers est aujourd'hui en train de grandir. Ça, c'est normal. C'est ce que nous apprend la théorie d'Einstein. Mais qu'il est en train de grandir de plus en plus vite. Et ça, c'est pas normal, parce que l'univers devrait décélérer. Pourquoi ? Parce que la gravité est attractive, elle freine en quelque sorte. Mais en fait, il ne décélère pas, il accélère. Comment l'univers peut-il grandir de plus en plus vite ? Il faut que quelque chose de mystérieux soit à l'œuvre. Il faut que quelque chose vienne contrebalancer en quelque sorte la gravité attractive qui est jusqu'alors la seule force connue à grande échelle dans l'univers. Puis je donne un dernier exemple de nos incompréhensions. Je dirais que c'est l'origine elle-même. Parce que quand on dit modèle du Big Bang, on pense souvent à l'univers en expansion. Ça, c'est cohérent. C'est observé et c'est expliqué. Mais il y a un second sens du mot Big Bang. C'est le sens, dirais-je, le plus littéral. C'est vraiment le Big Bang en tant qu'instant originel. Vous voyez, c'est le T égale 0. C'est, pourrait-on dire philosophiquement, le passage du non-être à l'être. L'apparition ex nihilo du cosmos. Déjà, d'un point de vue métaphysique, impossible à appréhender, mais même d'un point de vue scientifique, ça ne marche pas bien non plus parce que la théorie ne fonctionne plus à l'instant du Big Bang. Mathématiquement, on appelle ça une singularité. Une singularité, ça veut dire que tout devient infini et finalement que nous ne sommes plus capables de calculer quoi que ce soit. Il faut donc une meilleure théorie que celle dont nous disposons actuellement. Il faut aller au-delà de la relativité d'Einstein pour véritablement comprendre les origines. Bien sûr, quand je dis véritablement comprendre, c'est un abus de langage,
Parce que quand bien même nous aurions cette théorie, je ne penserais pas un seul instant qu'elle serait la révélation ultime, indépassable et finale sur l'origine du monde ou le sens de l'univers. Bien sûr que non. Elle ne serait qu'une pièce de ce puzzle. Mais même cette pièce-là nous fait défaut à l'heure actuelle. Alors on cherche peut-être la gravité quantique à boucle qui laisse entendre qu'avant le Big Bang, il y aurait eu une phase de contraction de l'univers, une sorte de rebond, et ensuite la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons. C'est une possibilité qui n'est à l'heure actuelle pas étayée par les observations. Ou peut-être la fameuse théorie des cordes, dont sans doute vous avez entendu parler, qui tente d'unifier toutes les interactions fondamentales de la physique, ce qui est à la fois très beau, parce qu'elle est héritière d'un long geste qui nous a appris à tenter de subsumer, diraient les philosophes, c'est-à-dire de comprendre sous un même principe la diversité des phénomènes, mais qui est peut-être aussi un peu dangereuse parce que nous sommes les héritiers d'une culture à la fois religieuse et philosophique qui fait le culte de l'unité, mais peut-être y a-t-il ici quelque chose à dépasser et peut-être une pensée du multiple serait-elle bienvenue également dans le champ scientifique. Toujours est-il que la théorie des cordes nous invite à revoir la structure du cosmos, peut-être même à envisager ce qu'on appelle multivers. Donc multivers, c'est un néologisme pour référer à une éventuelle multiplicité d'univers, peut-être des mondes multiples, où non seulement les phénomènes seraient divergents ou différents de ce que nous connaissons, mais où également les lois de la physique pourraient se trouver revêtir des formes différentes. Au-delà donc de ce qu'on peut imaginer, une sorte de métadiversité, une strate supérieure dans le foisonnement des possibles. Alors ce multivers est aujourd'hui au cœur de beaucoup de débats. S'agit-il d'une nouvelle révolution scientifique comparable à la rupture copernicienne ? Ou s'agit-il d'une invention un peu délirante qui finalement ne fait que signer l'arrogance de ceux qui la soutiennent? Nous ne savons pas. Moi, ce que je crois, c'est que l'idée du multivers a le mérite de nous mettre face à des questions qui dépassent la simple scientificité calculatoire. Un certain nombre de scientistes très prudents et peut-être un peu renfermés ou étriqués dans leur vision du monde, ont très peur de ces idées, parce que, dans une certaine mesure, elles dépassent ce que fut la science orthodoxe de ces quelques dernières décennies. Mais bien sûr, penser, c'est aussi toujours penser hors de l'ordre et hors de la frontière. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ces idées hétérodoxes, ces idées nouvelles, potentiellement révolutionnaires, nous continuions à les étudier parce que, finalement, c'est le jeu de la recherche. C'est le jeu de la connaissance, c'est de tenter d'aller là où nous ne sommes pas déjà, mais que nous le fassions avec suffisamment d'humilité et de modestie pour avoir conscience de ce que vraisemblablement, elles aussi seront un jour dépassées. Tout à l'heure, tu ouvrais la cérémonie, si l'on peut dire, avec cette magnifique phrase de Nietzsche. Donc ça me donne envie de refermer ma petite allocution avec l'auteur de Zarathustra, qui disait en moi quelque chose d'inapaisé et d'inapaisable. Il y a en moi un désir d'amour qui parle la langue même de l'amour. Je suis la lumière. Ah, si j'étais l'obscurité. Et ceci est ma solitude que d'être enrubanné de lumière. Merci. Du coup, vous avez des questions, une réaction ? Oui, ça marche. J'ai une question au réel, à la réalité justement. Vous avez vu des différents rayonnements qui sont visibles. Alors il y a les rayons X, il y a différents rayonnements.
visible, accessible à nos yeux. Est-ce que du coup, on pourrait considérer le réel comme la totalité de ce rayonnement et le mélange? J'en sais rien, je suis pas. Peut-être je réponds, mais ça serait bien que tu donnes aussi ton sentiment. L'association de tout ça, quelle image ça donnerait? On verrait plus rien, il y aurait trop de. Alors, écoute, je ne sais pas ce que c'est que le réel. Voilà. Moi, je crois que j'irais un peu dans ton sens, mais j'irais encore plus loin que ça. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris ce que tu proposes, c'est un peu, tu sais, Husserl, comme ça, en phénoménologie, le philosophe, il faisait un peu ça, il appelait ça la réduction aïdétique. On regarde une chose de plein de manières différentes, et puis ce qu'il y a de commun entre toutes ces facettes, c'est peut-être ça la vraie ontologie, c'est-à-dire l'être en tant qu'être de la chose. Alors si je comprends bien ce que tu supposes, ou ce que tu suggères, on pourrait en effet se dire que le vrai monde, finalement, c'est la réunion, en quelque sorte, la somme, l'addition de tous ces mondes multiples qui se révèlent aux différentes longueurs d'onde. Je pense que c'est tout à fait vrai. Mais je crois qu'on peut aller encore au-delà de ça. Parce qu'au-delà de la lumière, comme je le disais, on peut utiliser la matière. J'ai dit les neutrinos, les particules fantômes, les ondes gravitationnelles. J'aurais aussi pu mentionner les rayons cosmiques. Et donc, même dans le champ de la physique, on peut aller encore au-delà et rajouter beaucoup de cartes comme ça dans ce jeu qui est vraisemblablement infini. Mais moi, je voudrais aller encore au-delà. Je crois que la physique elle-même n'est pas la totalité du réel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu assez de temps, j'ai passé des 5 minutes avant la conférence à voir les travaux de Maël. Donc le peu que j'ai vu m'a enthousiasmé, donc je retournerai les voir. Et moi, je crois que nous ne le faisons pas pareil, ça c'est certain. Mais nous faisons quand même un peu la même chose. Et je pense qu'il y a, je ne vais pas dire une vérité, parce que vérité, pour moi, c'est un mot qui est un peu trop connoté dans sa normativité. Mais il y a une sorte de dévoilement, qui est d'ailleurs le sens originel du mot vérité, mais du réel qui s'opère tout autant dans un geste de nature artistique que dans un geste de nature scientifique. Donc le réel au singulier, à mon sens, ça serait la réunion d'une infinité de manières différentes de le voir. Et ça, j'ai bon espoir, parce que finalement, je trouve ça réjouissant que nous n'en ayons appréhendé qu'une partie infime. Moi, je dirais même plus que le réel, ou plutôt l'éclat qui est en fait, dans l'intimité intrinsèque de chaque être humain, ce pouvoir énorme, immense, infini, de se regarder dans tous ces mondes qu'il y a en nous déjà. Déjà, si la personne commence par elle-même, ce serait toute une vie. Et peut-être qu'il aura une deuxième vie pour se regarder encore plus. C'est le réel. Qu'est-ce qui est réel? Nous-mêmes, est-ce qu'on est réel? Je ne sais pas. Oui, bonsoir, merci. Moi, c'était plus des petites questions techniques. En fait, une chose que je n'ai pas bien comprise, mais je ne suis pas expert. Au niveau vous disiez au niveau des infrarouges, si on voyait les infrarouges, on pourrait voir les trous noirs. Et comment ça peut être possible alors que la lumière elle-même est absorbée? Pourquoi les infrarouges ne sont pas absorbés? Alors, je pense que les deux n'ont pas de masse. Pourtant, la lumière est déviée par la gravité inhérente au trou noir, et les infrarouges, non. C'est juste technique. Bien sûr, je vous remercie, ça me donne l'occasion de préciser un peu. Bon, tout à l'heure, dans le petit panorama, ce que je voulais simplement, c'était qu'on ait ce sentiment de diversité. Et donc, j'ai été très vite et j'ai été très laconique. Donc, je prends juste quelques instants pour répondre. Donc, en effet, vous avez parfaitement raison. Les rayonnements infrarouges ne peuvent pas non plus sortir des trous noirs, ni plus ni moins que les gamma, les X, les radios. Toute la lumière et toute la matière et absolument tout ce qui existe est piégé à l'intérieur du trou noir. Donc ça, en effet, c'est tout à fait réel. Ce à quoi je faisais allusion, ce n'est pas à l'intérieur du trou noir, mais c'est à l'environnement du trou noir. Et il se trouve qu'en fait, c'est pas vraiment lié au trou noir. C'est lié au fait qu'entre le trou noir qui est au cœur de notre galaxie, la Voie lactée, c'est un trou noir qui pèse à peu près 4 millions de fois la masse du Soleil. Donc n'en ayons pas peur, hein, on est en train de tourner autour, on n'est pas du tout en train de tomber dedans. Il y a vraisemblablement environ 100 millions de trous noirs dans notre seule galaxie, et on cohabite très bien avec eux. Voilà. De même que, puisqu'on est ici, on peut dire
qu'on essaye d'apprendre à nos politiques et à nos concitoyens à ne pas avoir peur des étrangers, qui ne sont pas des ennemis. Eh bien, voilà, n'ayons pas non plus peur des trous noirs, ce ne sont pas des ennemis, ils font partie du bestiaire cosmique et on se porte très bien avec eux. Et pour être donc un peu plus technique, ce que je voulais dire, c'est qu'entre le trou noir qui est au cœur de la galaxie et nous-mêmes, il y a de la poussière. Et la poussière absorbe les rayonnements optiques visibles par nos yeux, alors que simplement pour des questions d'interaction rayonnement-matière, les infrarouges sont moins absorbés. Et donc, les processus physiques qui ont lieu proches du trou noir central sont plus faciles à voir du point de vue des rayonnements infrarouges que du point de vue des rayonnements optiques. Mais c'était en fait un exemple contingent. Voilà, ce n'était pas une généralité liée au trou noir. Oui, merci. Je ne comprends pas grand-chose de ce que vous racontez, mais je me demandais quand même, est-ce que ce qu'on dit biologique a un rapport avec tous ces rayonnements, cette lumière, et notamment la conscience humaine? Est-ce que ça aussi c'est créé par les étoiles, les poussières, etc.? Ça serait bien qu'on parle tous les deux. Peut-être je commence. La conscience humaine, hein, c'était ça que vous avez dit à la fin. Vous savez, moi, je voudrais là aussi être très modeste. On a du mal en physique à décrire l'interaction de trois corps de façon tout à fait cohérente. Notre cerveau est formé de milliards de neurones. C'est des choses incroyablement complexes. Je peux vous dire ce que je crois. Bien sûr, la biologie est un état complexe de la matière. Je ne pense pas qu'il échappe aux lois de la physique. Simplement, le niveau de complexité est tel que quelque chose émerge qui vraisemblablement dépasse, non pas dépasse en un sens mystique ou un sens magique, mais atteint un niveau de complexité tel que la description physique élémentaire peut être plus adaptée, non pas parce qu'elle est intrinsèquement fausse, mais parce qu'elle n'est pas pratique, elle n'est pas signifiante pour sonder les détails des évolutions. Peut-être on va prendre, je vais reprendre l'autre micro, je pense qu'il coupe un peu celui-là. Non, celui-là, si, voilà, il marche. Et donc, je pense que les systèmes logiques, et juste en profiter pour dire qu'on parle de conscience humaine, mais comme ce soir, je ne sais pas, moi j'ai envie qu'on place un peu cette petite discussion sous l'égide de l'altérité et du respect de l'autre. Pour le mot humain, parce que nous savons maintenant, sans la moindre hésitation, que presque tous les animaux sont évidemment dotés d'une conscience. Vous savez, la philosophie a eu tellement peur avec ça, tellement peur. Moi, mon prof de philo de terminale me disait encore la rupture radicale entre la nature et la culture, l'homme d'un côté qui a conscience de soi et puis le chien d'un autre côté qui n'est qu'une machine, comme le disait Descartes. Mais c'est tellement bête et c'est tellement faux. Et on le sait en plus aujourd'hui, mais ce n'est pas à vous que je fais le reproche naturellement. Donc disons la conscience tout court, puisque soyons-en certains, la conscience n'est pas l'apanage de la seule humanité. La conscience, écoutez, moi je préfère en faire l'expérience que tenter de la décrire avec la physique. Je crois que je n'en serais pas capable. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience, quelque part, je la nicherai dans la foi, dans la capacité de l'individu à se doter d'une bonne ou mauvaise conscience. Je dirais, l'individu est libre. S'il a la foi, il peut trouver le bon chemin des bonnes étoiles. Et il y aura une bonne conscience. Bonjour. Alors tout à l'heure, vous avez parlé du problème de réfléchir le Big Bang parce qu'il y aurait eu cette singularité où on arriverait d'un temps 0 à un temps 1, je dirais. Et alors à ce moment-là, même si on parle d'un univers en expansion, qui s'expand, qui régresse et qui fait ça de manière un peu infinie, on en arrive aussi à cette idée qu'il y a un temps 0 à ce moment-là. Donc où s'arrête la réflexion scientifique à ce niveau-là, et est-ce que la pensée poétique serait le seul moyen de définir ça, du coup ? Non, je ne pense pas. Je suis, comme tu l'as senti, hautement convaincu de la légitimité de la pensée poétique.
mais je n'aime pas l'idée qu'il y aurait des zones du réel qui ne seraient accessibles que à la poésie, ou que à la physique, ou que à la mystique. Je ne pense pas ça, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que finalement presque tous les systèmes cognitifs peuvent apporter quelque chose à presque tous les aspects du réel. Enfin, en tout cas, c'est le pari que j'aime faire. Pour être un tout petit peu plus précis sur ta question, le problème, c'est pas tellement de passer de t égale 0 à t égale 1. Le problème que nous avons dans le modèle du Big Bang, c'est qu'à t égale 0, les grandeurs physiques, comme la température, la densité d'énergie, la courbure, deviennent infiniment grandes. Et donc ça, ce que ça veut dire techniquement, c'est que la théorie ne fonctionne plus, elle s'effondre, elle cesse d'être prédictive. Donc le problème, c'est pas tellement qu'on arrive à t égale 0, c'est qu'à l'instant t égale 0, on a des divergences. Or, dans le modèle de rebond que j'ai présenté tout à l'heure, tu as raison, il y a toujours un t égale 0. Sauf qu'on arrive à t égale 0 avec des valeurs, des fonctions mathématiques qui ne sont plus infinies. Elles sont très grandes, mais pas infinies. Si tu veux, la taille de l'univers, au lieu de devenir nulle, elle devient simplement très petite et elle grandit. Et donc là, en effet, du point de vue mathématique, ça résout les choses. Parce qu'il n'y a plus de divergence, la fonction redevient régulière. Et je voudrais juste faire une toute petite parenthèse amusante sur l'habitude. Quand les gens ont inventé le modèle du Big Bang au XXe siècle, ça paraissait très bizarre à tout le monde. On se disait, mais comment se pourrait-il que l'univers ait un début? C'est impensable, c'est tellement bizarre. Et puis, on s'est habitué à ça. Et ta génération, même la mienne, un peu plus vieille que la tienne, quand on a commencé à se renseigner sur l'univers, donc soit en demandant à nos parents, soit en tapant sur Google, la première réponse qu'on a eue, c'était le Big Bang. Et donc maintenant, on a l'idée du Big Bang qui est dans les esprits. Et quand moi je dis à des étudiants ou à des collègues, vous savez, dans ces modèles de gravité quantique, il se pourrait qu'il n'y ait pas de Big Bang et que l'univers ait toujours existé, la réponse est mais c'est pas possible que l'univers ait toujours existé. Ça ne se peut pas, il faut bien qu'il y ait un début. Et donc, ce que je comprends avec ça, c'est qu'en fait, l'étrangeté ou la recevabilité d'une proposition dépend moins de sa nature intrinsèque que de l'environnement culturel dans lequel nous l'avons reçu en réalité. Je ne sais pas, brièvement, pour moi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il faut se situer dans l'équilibre de sa propre démarche gravitationnelle. Voilà, je ne peux rien ajouter là-dessus. Par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'aime l'idée que ce que tu viens de dire n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit. Parce que y a quand même un dictat, je trouve, de notre temps. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Mais j'aime la science, hein, vous l'avez tous compris, c'est mon métier. Mais pour autant, ça m'agace de voir l'hégémonie qu'on donne à la pensée scientifique. Par exemple, il y a des philosophes qui utilisent des mots qui ont un sens qui n'est pas scientifique. Et on le leur reproche. On leur dit « Ah, mais vous n'utilisez pas... » Par exemple, le mot « singularité », il existe en maths. Et quand Gilles Deleuze parle de singularité, on lui reproche en disant « Ah non, mais ce n'est pas le sens précis. » Mais c'est quand même un comble. Le mot singularité, il existait avant d'avoir été utilisé en mathématiques. On a tout de même le droit de l'utiliser en un sens non mathématique. Et je crois que quand tu parles du début et de la fin, tu en parles d'une manière qui est ni plus ni moins légitime que la mienne et qui n'est pas la même. Et donc, nous ne disons pas la même chose et pour autant, il me semble que nous ne sommes pas en désaccord. Voilà, c'est ce que je crois en tout cas. Je dirais que tu n'as pas tort et que j'ai raison. C'est comme ça. Le beau étant le guide ultime dans la recherche des lois fondamentales de la nature, malgré l'extraordinaire équation d'Einstein qui laisse tout le monde scientifique quoi. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il y a d'autres savoirs chez d'autres peuples qui sont encore inaccessibles à la pensée scientifique occidentale. Donc, il y a un besoin pour ces peuples-là, anciennement colonisés ou pas, mystérieux ou pas, d'une décolonisation du savoir et de la recherche d'un sens commun. C'est-à-dire que, oui, tu as raison, j'ai pas tort, on converge dans le même sens, mais faut-il échanger ce savoir ou ces rites
de compréhension de ce que c'est le cosmos, qui est irréel, sauf pour l'imagination, l'observation, le plaisir, le divertissement. On va redonner la parole à la salle, on ne va pas truster la parole, mais je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la décolonisation, elle n'est pas seulement politique, quoi. Elle est aussi intellectuelle et culturelle. C'est très important. Ouais. Oui, c'est bon. Bonsoir. Alors, ouais, c'est compliqué parce que ma question, elle évolue à chaque fois que j'entends une phrase. Mais en fait, ça rebondit un peu sur ce qui vient d'être dit, mais c'est une double question. Déjà, j'ai envie de te demander, d'un point de vue de l'intuition, on va dire scientifico-philosophique, c'est-à-dire à force de se poser ces questions-là et puis de les étudier scientifiquement parlant, par l'observation, etc. Qu'est-ce que tu penses de la question? Est-ce que tu aurais l'intuition ou l'impression qu'il y a une volonté du cosmos de tendre vers un équilibre qui serait ce qu'on appellerait une sorte de perfection dans son évolution, ou est-ce que, au contraire, il y a plutôt la nécessité de maintenir un déséquilibre et des relations qui sont toujours irrésolubles et qui permettent justement au cosmos d'être créatif, d'être libre, y compris la question, bien sûr, elle est à la fois, elle pourrait aussi bien recouper la science que l'art, hein, comme tu le fais souvent, mais puisque bien sûr c'est toujours ces zones de déséquilibre. Déjà la respiration, c'est un rééquilibrage entre nous et l'extérieur qui fait qu'on reste en vie comme des funambules, puisqu'on se rééquilibre tout le temps. Pareil pour la marche, qui est une sorte de déséquilibrage, rééquilibrage, enfin tout ce qui est vivant, etc. On a l'impression que ça tient plus sur le déséquilibre que sur l'équilibre, et en même temps c'est entre les deux. Donc à l'échelle du cosmos, est-ce que cette question-là, elle te semble, il y a une sorte de, comme s'il y avait quelque chose où tout est fait dans le cosmos pour garder ce côté imprévisible, libre, et donc je rebondis sur ma deuxième question. Il y a l'apparition de la relativité générale qui est arrivée en même temps. On peut dire que le jazz, en tout cas dans la civilisation occidentale, qui était un peu bloqué sur des pensées figées, des esthétiques qui commencent à être figées. Donc heureusement, il y a eu le jazz, il y a eu l'inconscient, il y a eu l'art abstrait, etc. Et qui ont complètement changé le regard sur le monde. Et enfin, c'est aussi parce que le monde changeait et son observation. Et est-ce que c'était une première révolution et qu'il y en aurait une deuxième aujourd'hui qui rejoint celle dont tu parles pour moi avec les univers multiples, qui est de renoncer à l'idée d'universalité? Bah écoute, aujourd'hui on a Zemmour et Finkielkraut, donc on est bien parti pour des grandes choses. Bon, c'était une blague. Hein. Oui, heureusement. Bon, plus sérieusement, écoute, je suis un peu en difficulté, moi, avec l'idée de perfection. Voilà. Je crois que l'idée de perfection a quelque chose d'un peu arrogant. Tu sais, il y a un très beau petit livre écrit par von Uexküll au début du XXe siècle qui s'appelle « Monde humain et mondes animaux », où il étudie le monde de la tique. Et j'adore ce livre parce que, en plus, une tique, c'est pas l'animal le plus sympathique dans l'imaginaire collectif. Et donc, il prend un insecte un peu répugnant et il montre que, évidemment, du point de vue propre de cet insecte, son univers est magnifique et finalement qu'il est parfaitement adapté et finalement qu'il est idéal et remarquable et quelque part qu'il est parfait. Et il dit qu'il y a quelque chose, je crois qu'il utilise cette expression de petit bourgeois, à s'imaginer que nous sommes détenteurs d'une perfection et que soit les autres sociétés humaines, soit les sociétés animales ne peuvent bien sûr que tendre vers notre propre perfection. Quelque chose de colonialiste, quoi, finalement. Il ne le dit pas, mais je crois que c'est un peu l'idée. Et si on va au-delà des mondes animaux ou au-delà des cultures différentes de la nôtre, je pense que c'est un peu pareil finalement pour les systèmes physiques. Je n'ai pas tellement envie de projeter sur eux une sorte d'idée préfabriquée de ce que doit être le parfait. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le parfait. Je pense que le monde de la tique est parfait pour la tique. Je pense que ta copine est parfaite pour toi. Enfin, je l'espère. Ou alors sinon, mettez fin à la chose. Bon, bah écoutez, mesdemoiselles, il est plutôt pas mal et il est pas con. En plus, je le connais, je peux vous le dire. Donc voilà. Donc plus sérieusement, il me semble quand même que quelque part le monde
cède l'idée de perfection du monde. Et que donc, il faut mieux d'abord regarder le cosmos et ensuite essayer peut-être, si on en ressent le besoin, de théoriser ce qu'est l'équilibre, plutôt que de préjuger de ce que doit être l'équilibre et de tenter de le projeter sur le cosmos. Moi, j'aime vraiment l'idée d'être surpris. Mais on est surpris dans tous les sens. Hein. Parce que là, j'ai présenté un peu la merveille de l'univers, mais parfois on est déçu. On a construit à Genève un grand accélérateur de particules. Bon, on a trouvé le boson de Higgs, c'est bien, bravo. Mais on cherchait aussi d'autres choses qu'on appelle les particules supersymétriques. On a quand même investi 10 milliards d'euros dans cette petite chose. Et ces particules symétriques, on ne les a pas vues. Mais même ça, même cet échec, je trouve qu'il est beau. Parce que la nature nous dit, votre théorie, elle est géniale, inventive, cohérente, magnifique, mais elle est fausse. Et ça, c'est l'altérité, quoi. Voilà. Et donc, moi, je préjuge pas de ça. Et juste pour dire un mot technique sur cette idée d'équilibre, je ne sais pas s'il faut appeler ça équilibre. Ce qui est sûr, c'est que le destin de l'univers est un peu sombre quand même, puisqu'il fait de plus en plus froid, il fait de plus en plus noir, les galaxies s'éloignent, les étoiles s'éteignent. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera dans 70 milliards d'années, toi non plus, mais l'évolution... Nous avons été nietzschéens, donc continuons de l'être, oui. Ce que je peux dire, c'est que la perfection n'appartient qu'à cette supra-énergie qui a créé tout ce cosmos, tout cet univers, nous-mêmes. Donc, l'homme est obligé de rester modeste. Je pense aussi que ce qui m'a éduqué dans le désert, ces sciences, ou ces histoires, ou ces secrets, peuvent faire évoluer la pensée ou les pensées. Je pense même qu'en tant que musulman, une certaine utilisation scientifique du Coran peut servir de médiateur avec le cosmos. Donc j'invite, même dans la chrétienté, même dans toutes les religions, ont une part de mystère sur la relation au cosmos. Et il y a des voies, je pense, spirituelles, pas ésotériques, scientifiques, qui peuvent donner des indications à la compréhension de la découverte de tout cela. Cette théorie qui du tout ou du un. La ilaha illallah est une théorie, il n'y a que de Dieu que Dieu. On parle de ça et le cosmos nous est donné d'une autre manière. Quelqu'un d'autre en Nouvelle-Guinée, en Papouasie ou à l'île de Pâques a une autre dimension avec le cosmos. Les pyramides qui montrent le ciel ont une autre indication à nous donner. Il y a énormément de savoir et de matériaux qui existent déjà, qui sont inexploités. Donc, à mon avis, au lieu de regarder des oiseaux qui sont en l'air, regardons ceux qui sont par terre pour comprendre le cosmos. Le temps que le micro arrive, je peux vous raconter... Ah, pardon. Je peux prendre quand même 30 secondes ? Je voudrais juste vous raconter ça parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et j'ai été très ému par ça. J'ai une amie qui était allée dans un pays d'Afrique dont je ne me souviens plus le nom, qui était une ancienne colonie française. Et elle a parlé avec un autochtone qui n'avait jamais voyagé, qui n'avait jamais étudié, qui ne savait pas du tout où était la France. Donc elle lui a expliqué que c'était un pays qui était au nord, etc. Il était très gêné parce qu'il n'avait jamais vu apparemment une jeune femme qui en plus était blonde, blanche, etc. Donc la discussion était un peu émouvante finalement, parce que là aussi c'était une altérité radicale. Et il n'osait pas trop parler, bien qu'il parlait français. Et mon ami m'a dit que la première chose qu'il lui a demandé, la première question qu'il a osé lui poser, pour initier la conversation, c'était « Et toi, ton pays, il a été décolonisé quand ?» Et je trouve ça très émouvant, en fait.
Moi, je pense que j'aurais pleuré si on m'avait demandé ça. Bonsoir. Je rebondis juste sur, sur ce que tu dis, parce que je suis revenue de Dakar hier. Donc moi, j'étais dans le Sile Saloum, et évidemment, j'ai vu des villages où ils n'avaient pas vu une toubab, ni blonde, ni aux yeux bleus, ni à la peau blanche. Bon, et c'est sûr que cette question-là, on ne me l'aurait jamais posée, parce que décolonisation, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça, c'est juste une anecdote. Donc moi, j'avais 2 observations, donc pour l'un ou l'autre, comme vous voulez. Je reviens sur ce que tu as dit au début, donner du sens. Donner du sens, évidemment, moi je pense à Kant, puisque la croyance rationnelle est une condition de sens. Et pour un scientifique, qu'est-ce que le sens scientifique? Et ensuite, juste, je revenais par rapport à l'altérité. Je pensais à Lévinas, puisque pour Lévinas, finalement, Dieu n'est pas très loin parce qu'il est dans le visage de l'autre. Donc, si vous aviez une petite observation là-dessus. Merci beaucoup. Mon ami, le philosophe Jean-Luc Nancy, disait « Il n'y a pas de sens du sens, et ceci est adorable ». Moi, je crois que le sens, c'est comme la perfection, il vient après. Parce que si on parle de sens, on a déjà tout ordonné, on a déjà préjugé de là où on voulait aller. Et je pense que ce qui est rassurant, c'est justement de se laisser un peu porter par un courant dont on ne peut pas toujours connaître ce que seront les tourbillons. La mécanique quantique, dont j'ai pas du tout parlé ce soir, mais qui est l'autre grande théorie du XXe siècle avec la relativité. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, je dis juste en 3 phrases. La physique quantique, elle décrit l'infiniment petit. Elle nous montre que les objets sont capables d'ubiquité. Ils peuvent se trouver simultanément en plusieurs lieux. Elle nous montre qu'il nous faut renoncer au déterminisme de la physique classique au profit d'une vision aléatoire, stochastique. Et puis, elle nous montre qu'à petite échelle, tout devient discontinu, un peu comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Et cette physique quantique, elle a un siècle, en gros, inventée par Schrödinger, Dirac, De Broglie, Bohr. Et on ne la comprend toujours pas. Finalement, on ne la comprend toujours pas. Les plus grands spécialistes de physique quantique disent que ceux qui pensent la comprendre sont ceux qui n'y ont vraiment rien compris, en réalité. Et donc, on sait s'en servir. Mais je crois que le sens, c'est pas seulement quelque chose qu'on découvre, c'est aussi quelque chose qu'on décrète. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on fait face à un système qui s'avère être soit tellement efficace, soit, comme tu le disais, tellement beau, parce qu'il ne faut jamais oublier ce critère. Atiyah, médaille Fields, c'est la plus haute distinction en mathématiques, disait en mathématiques, il faut suivre la vérité et la beauté. Mais en cas de doute, choisir la beauté. Voilà. Et donc, il ne faut pas l'oublier, ce critère. Il est là, et je crois que le sens, finalement, quand nous n'avons plus d'autre choix, nous le trouvons. C'est ce qui s'est passé avec le Big Bang. C'était insensé, et puis on s'est habitué, et puis on a construit autour de ça, et puis la mythique est venue se greffer finalement sur le modèle, et donc le sens est apparu. Et moi, j'aime assez cette idée d'un sens a posteriori et non pas a priori. Alors, j'ai rien à dire sur la deuxième intervention parce que c'était une remarque. C'est vrai que c'est beau l'effraction de la visagéité de l'autre chez Lévinas. Et puis c'est bien parce que moi, je suis pas croyant, mais je suis d'un environnement culturel chrétien. Mon voisin est d'un environnement culturel musulman. Il est croyant, je crois. Et puis Lévinas, ça sera donc l'environnement culturel juif. Donc, je suis content qu'on l'évoque ce soir. Moi, je pense que cette philosophie, elle est merveilleuse parce qu'elle est extraordinairement poétique. Mais ce qui me gêne un peu quand même, c'est que c'est toujours le visage humain et c'est même souvent le visage masculin. Donc, je ne sais pas jusqu'où... peut-être Lévinas a jeté la première pierre, enfin posé plutôt, parce que jeter, c'est un peu connoté différemment. Mais voilà, il faut encore faire le pont maintenant. Bonsoir. Non, j'ai doublé quelqu'un. Non, je sais. Il y a trop de micros qui circulent.
J'avais une question à poser à l'un et une deuxième à poser à l'autre. Oui, je suis là, pardon. Aurélien, tout à l'heure, tu parlais de l'éventualité que l'univers était en réduction et qu'au final, son expansion qu'on lui sait aujourd'hui, ou qu'on lui présume, non, c'est sûr, le fait qu'il soit en expansion, l'univers, ouais. Que ce soit une forme de rebond. Mais du coup, ça voudrait dire que l'univers aurait une inertie. Alors, en effet, dans ce modèle, on ne parle plus de Big Bang, mais de Big Bounce, ce qui veut dire en anglais grand rebond. Et naturellement, comme tu l'as compris, mais je le précise, l'univers ne rebondit pas sur quelque chose. Bien sûr, il rebondit sur lui-même, un peu comme une balle en mousse, finalement, qui se comprimerait. Et quand la densité devient très grande, elle recommencerait à grandir. Je ne pense Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, en fait. Une inertie, oui, il y a de l'inertie dans n'importe quel système matériel, mais le fait que l'univers soit en évolution, si tu veux, ça, c'est vraiment une prédiction des équations d'Einstein. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire un univers qui soit statique de façon stable. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution des équations qui est statique. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi l'univers bouge-t-il? Mais si tu prends une solution qui est statique, la moindre petite perturbation va le rendre dynamique. Et des perturbations, il y en a tout le temps. Ça y est, je bouge la main, c'est une perturbation. Donc en fait, l'univers est forcément en train d'évoluer. C'est une prédiction, enfin, forcément, pour autant que notre modèle fonctionne, hein, bien sûr. C'est une prédiction des équations de champ de la relativité. Et donc, comme l'univers est actuellement en expansion, si tu veux, ce qu'on fait, c'est qu'on part de ce qu'on voit et on remonte dans le temps. Et quand on remonte dans le temps, l'univers est de plus en plus petit. Plus exactement, les distances entre les corps sont de plus en plus petites. Et là, soit ça se termine en singularité, et c'est le Big Bang, soit quand la densité devient suffisamment grande, on repart ensuite en expansion. Mais ce qui va déclencher le rebond, c'est la densité. D'accord. Et du coup, mon autre question, j'étais assez intéressé de savoir comment la religion et la science pouvaient se concilier et comment elles pouvaient s'emboîter. Et je me suis souvent posé aussi cette question de comment est-ce que ça se passerait si un jour la religion venait à laisser plus de place à la science. Est-ce que ce serait du coup une négation d'elle-même ou elle rognerait sur certaines choses qui sont aujourd'hui établies dans la religion suite à des découvertes scientifiques qui ont été faites ou qui sont encore à venir? Enfin, voilà, je suis assez intéressé de savoir comment vous, personnellement, vous réussissez à concilier ça. Moi, j'ai rien réussi du tout, mais je ne parlerai pas de religion, je parlerai de foi. De foi en ce qu'on fait, en ce qu'on découvre, foi en la science, foi en la philosophie, aux autres savoirs qui complètent justement cette foi. Les religions, elles sont issues d'une prophétie. Il y a des livres saints. Il y en a qui les lisent de manière oblique, il y en a qui les lisent de manière verticale, il y en a qui les lisent entre les lignes, et il y en a qui sont élus spirituellement pour vraiment en extraire le sens scientifique qui peut aider à faire circuler l'information pour expliquer ceci ou cela. Donc il n'y a pas d'incompatibilité du religieux avec le scientifique et l'artistique. Je veux dire, mais de quelle religion on parle? Je ne te parle pas d'extrêmes qui sont occupés dans des guéguerres de clochers, de minarets et autres. Je te parle de religieux qui sont dans la science, qui sont dans la recherche scientifique, spirituelle du sens des choses, et qu'ils soient en tant soit peu eux-mêmes élus pour cela, parce que tout le monde n'est pas élu pour cela. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir un peu sur votre définition un peu de la réalité que vous aviez donnée au début, ou en tout cas du réel, comme la réunion de tout ce que l'on observe. Et je me demandais de savoir ce que vous pensiez de... Comment dire? Est-ce que ce ne serait pas un peu réducteur, dans le sens où, imaginons qu'on ait une théorie qui prédise l'existence, du coup, comment on le définit. En tout cas, une théorie dans laquelle certains objets existent, mais qu'on ne puisse pas observer. Je rebondis par exemple pour la mécanique quantique, quand vous disiez que la mécanique quantique a le don d'ubiquité. Mais finalement, ce qu'on observe, on ne voit jamais une particule à deux endroits en même temps. C'est que l'outil mathématique nous dit qu'elle doit être quelque part
à plusieurs endroits en même temps, et que donc la fonction d'onde pour les termes techniques, mais on a une réduction du paquet d'onde, et donc ce qu'on observe en pratique, c'est que la particule est bien un endroit donné quand on l'observe. Donc quel sens donner à ça, dans le sens où est-ce que c'est pas réduire le pouvoir des théories physiques ou même de l'imaginaire que de réduire le réel à ce qui ne peut être qu'observé? Oui, mais alors je suis un peu perplexe parce qu'il me semble avoir dit le contraire de ça. Il me semble avoir dit justement que la personne qui est au fond avait suggéré ça, et j'avais dit oui, bien sûr, c'est un premier pas intéressant, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Il me semble que c'était ma réponse. De dire précisément le réel, je crois que c'est quelque chose de tellement riche qu'on ne peut surtout pas s'arrêter à toutes les observations. Après, il y a aussi toutes les réalités scientifiques, palpables, tangibles, qui dépassent l'observation. Et je disais même, tu te souviens que, à mon sens, il y a encore d'autres strates, et précisément que la science n'appréhende pas la totalité du réel. Peut-être, d'ailleurs, c'est à la fois, je pense, un point de convergence et peut-être un tout petit peu de divergence avec mon voisin, parce que moi, je suis pas convaincu par la possibilité d'un enrichissement réel entre la pensée scientifique et la pensée religieuse. Moi, j'ai un respect extrêmement profond de la pensée religieuse. D'ailleurs, la plupart des gens que je côtoie et que j'estime en ce moment sont des gens qui ont la foi. Et donc, je pense que la pensée religieuse est quelque chose de très noble et vraisemblablement de très significatif et de très doué de sens. Mais mon expérience, je peux être tort, mon expérience, c'est que ce sens, pour valable et légitime qu'il soit, n'est pas de la même nature que le sens scientifique, qui lui-même n'est probablement pas de la même nature que, tu sais, le philosophe Michel Foucault disait « le biologiste peut faire tout ce qu'il veut sur l'herbe, mais pour comprendre vraiment l'herbe, il faut aussi être une vache ». Mais j'adore cette phrase, parce qu'il doit y avoir presque une expérience jouissive, presque orgasmique du mâcher de l'herbe pour la vache, que nous ne ressentirons simplement jamais, en fait. Et je crois que le réel, en fait, c'est tout ça. Donc oui, tu as raison, bien sûr, la fonction d'onde et les particules délocalisées en font partie, mais voilà, je le pousserai encore plus loin, en fait. Ok, ça va. Et du coup, je rebondis, juste, c'est pas vraiment notre question, c'est un peu en rapport à ça, c'était... moi, enfin... J'aime pas trop cette citation de... Alors c'était qui? C'était Feynman qui disait ça, que personne ne comprend vraiment la mécanique quantique, par rapport à ce que vous disiez justement, que la surprise qui est en science de ne pas vouloir imposer ce qu'on pense sur le réel, je trouve que c'est un peu ça. Et donc que dire qu'on ne comprend pas la mécanique quantique, c'est faux. C'est qu'en fait, on a eu une surprise, la vérité s'est imposée à nous, puisque la mécanique quantique est une théorie adéquate, elle marche. Et donc comment dire, quand on dit qu'on ne la comprend pas, c'est parce qu'elle n'est pas en accord avec la mécanique classique qui est le monde de tous les jours. Je pense que c'est ça qu'on dit qu'on la comprend pas. Je pense que c'est plus subtil que ça. Parce que ça, c'est vrai si tu as une vision heuristique de la science. Si tu penses que la science, ça sert uniquement à prévoir. Je pense que c'est un peu trop ambitieux de vouloir donner donner à la science le pouvoir de donner un sens au monde. La science n'est qu'un... Enfin, c'était un peu réducteur, ma pensée, mais j'ai envie de croire que la science ne pourra jamais aller plus loin que d'être un outil prédictif. Elle donnera jamais un sens à la vie. Comme vous disiez justement, la religion, c'est une nature différente. C'est un savoir de nature différente de la science. C'est un peu en rapport avec ce que je viens de dire, dans le sens où la science va donner une réponse à l'univers à telle taille, telle température, mais elle ne donnera jamais un sens à la vie ou... Mais d'accord. Je veux bien que la science ne donne pas un sens ultime, mais elle a quand même une dimension ontologique. Parce que moi, je peux très bien connaître la position de la trotteuse de ma montre dans 2 secondes sans avoir aucune idée de son mécanisme. Et ça, c'est pas de la science. C'est simplement de l'inférence. Donc, quand on a une pensée scientifique, c'est quand même un peu plus qu'une capacité de prévoir. Thalès avait prévu la fameuse éclipse d'après le récit d'Hérodote. Il connaissait pas les lois de l'astronomie dignes de ce nom. On pourrait toujours rajouter des épicycles et rendre compte des observations. Donc, je pense quand même qu'il y a une dimension ontologique. Mais juste, et après on arrête peut-être les choses trop techniques, j'ai peur qu'on ennuie les gens, mais juste sur le point, mais je te remercie, c'était intéressant, sur ce point précis, je pense que c'est plus subtil que ça. Par exemple, on comprend pas très bien quand même tout le problème de la décohérence. C'est pas simplement parce que c'est en contradiction avec la mécanique classique. Pour le dire de façon très simple, pour les gens qui sont pas au courant, vous avez une particule qui est dans 2 états en même temps.
On appelle ça la superposition en physique quantique. Et puis vous assujettissez un objet macroscopique à l'état de cette particule microscopique. Et donc ça veut dire que si la particule est dans deux états différents, l'objet macroscopique doit lui aussi être dans deux états différents. Et c'est le fameux paradoxe que tu évoquais du chat de Schrödinger, qui devrait être à la fois mort et vivant. Et il ne l'est pas. Alors il y a eu des progrès de fait, en particulier donc, par la théorie de la décohérence, mais et ça sera ma seule phrase technique de la soirée, la théorie de la décohérence, ça diagonalise la matrice densité, ça veut dire qu'on passe d'une probabilité quantique à une probabilité classique, mais ça sélectionne quand même pas un état unique. Donc moi je pense qu'on n'a quand même pas bien compris. Bonsoir. Alors c'est une question pour Maël et Aurélien. Donc Maël, j'ai bien aimé l'histoire que tu racontais au début. À propos de la constellation et je crois que c'était le sage que tu avais rencontré. Et donc, ce que j'ai trouvé beau, c'est que maintenant, en fait, toi, tu as une sorte de relation avec cette constellation. Et en fait, ça te place dans le cosmos. Tu trouves une sorte de place. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, l'imagination, ça te permet de transcender l'épreuve de la vie. Et cette constellation, elle a le pouvoir de te donner du courage. Je pense qu'on vit dans une société, enfin notre civilisation, où on ne peut plus vraiment nourrir notre imagination. Et nos mythes, par exemple le mythe de la création, qu'est-ce que c'est ? C'est une formule mathématique abstraite, en fait. Ça va être le Big Bang. Mais bon, moi, je ne peux pas vraiment me relationner avec ce Big Bang. Alors, comment nourrir en fait, comment nourrir notre imaginaire dans notre société ? Est-ce que c'est possible, puisqu'on n'a plus vraiment de mythes ? Donc, voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Mais c'est complètement possible. Il ne faut jamais arrêter de rêver et de s'accrocher à ce qu'on aime et à ce qu'on voit. Moi, cette constellation, c'est une leçon d'astronomie nomade comme ça, d'enfant, mais c'est une clé spirituelle pour moi que je cherche de temps en temps. Et quand je la vois, je m'explique des choses, mais c'est des phénomènes complètement intimes. Chacun peut se fabriquer un imaginaire en prenant un point dans le ciel ou sur terre. Il y en a dont la Mecque, c'est les îles de Pâques. D'autres, moi, c'est ma constellation. Le petit prince, c'est ses moutons. Voilà. Mais quand tu dis que les mythes sont des mythes, jusque-là, on est d'accord. Mais en même temps, bien sûr, la science d'aujourd'hui sera peut-être le mythe de demain, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que le mythe n'est jamais vécu comme un mythe lorsqu'il fonctionne en tant que mythe. C'est ce que disait Paul Veyne dans son livre « Les Grecs croyaient-ils à leur mythe ?» Et finalement, la question n'a pas de sens, parce que quand le mythe est vécu, c'est précisément qu'il a un rôle de cohésion sociale et qu'il a une fonction communielle dans laquelle se retrouvent tous ceux qui participent à cette pensée mythique. Et moi, je suis absolument persuadé que nous ne sommes pas sortis, et probablement même qu'il n'est pas souhaitable de sortir de cette pensée mythique. Voilà, nous inventons des récits, et enfin moi, j'ai rien quasiment à ajouter. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le micro, en fait. Je crois que j'ai pris le micro pour vous dire que je ne voulais pas le prendre, et que la réaction de Maël était parfaite. Oui, mais moi, enfin, en fait, ma plus grande peur en tant qu'astrophysicien serait de ne plus pouvoir éprouver ce genre de choses avec les étoiles. Si je ne pouvais plus avoir un rapport magique ou poétique avec les étoiles parce que j'ai un petit embryon de savoir sur les processus nucléaires qui ont lieu dedans, j'aurais vraiment perdu quelque chose. Mais jusqu'à maintenant, je tiens bon. Bonsoir, je suis là. Merci Aurélien de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir que la science n'a pas réponse à tout, qu'il y a un certain nombre de questions qui ne sont pas, et loin de là, j'allais dire, qui restent sans réponse. J'avais 3 petites questions. La première sur l'univers en expansion.
un peu comme un bateau sur la mer. Alors, en expansion, pour moi, j'arrive pas à me représenter dans quoi. Est-ce qu'on sait dans quoi cet univers s'étend? Alors, si je réponds oui, ça va sonner arrogant, mais j'ai quand même envie de répondre oui, dans rien. C'est-à-dire que c'est très important qu'il s'étende dans rien, parce que s'il s'étendait dans quelque chose, ce quelque chose ferait lui aussi partie de l'univers. Ah oui, je vais répondre vite, parce qu'il y a 3 questions. Donc la réponse est... on dit que Dieu est la cause de soi. C'est un peu vrai pour l'univers aussi. Si l'univers était en train de grandir dans un milieu, ce milieu ferait partie de l'univers. Donc ça serait une contradiction dans les termes. Donc quand on dit que l'univers grandit, c'est un abus de langage. Si l'univers est infini, il ne peut pas vraiment grandir, il ne peut pas être plus grand que l'infini. Quand on dit que l'univers grandit, ce que ça veut dire de façon plus précise, c'est que les distances entre les corps grandissent. Donc imagine que tu as un univers qui est déjà infiniment grand. Donc il n'y a rien à l'extérieur. Il est infiniment grand. Quand on dit que l'univers est en expansion, ça veut dire que si 2 galaxies sont distantes d'1 milliard d'années-lumière, eh bien, dans un certain temps, elles seront distantes de 2 milliards d'années-lumière, et puis après de 4 milliards, etc. Ça veut dire que tout se dilate, mais cela ne préjuge absolument pas de la nécessité d'un milieu dans lequel se dilater. Donc il ne faut surtout pas imaginer l'univers comme étant contenu dans quelque chose. Ce n'est pas le cas. Effectivement, ça m'éclaire beaucoup plus. Deuxième question sur la démarche scientifique, on a vu ce que c'était. La démarche artistique, j'ai à peu près une intuition de ce que ça veut dire. Est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu pourrais dire de la démarche poétique, d'une part? Et puis, dernière question, je connais un couple d'astros. Lui, il est astronome, elle est astrologue. Vous imaginez les discussions. Est-ce que, alors science ou pas science, déjà c'est la question qui est là, est-ce que l'astrologie peut apporter des réponses à ces inconnus de la science? Alors, sur la dimension poétique, en effet, Hölderlin nous invitait à habiter poétiquement cette terre. Qui pourra être contre? Habitons poétiquement cette terre. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, poétiquement? Le même Hölderlin, d'ailleurs, disait faire de la poésie, c'est calculer. Et en fait, il n'a pas complètement tort, je crois. Il me semble que peut-être la meilleure définition de la poésie, c'est la précision. C'est-à-dire que là, dans l'exposé que j'ai fait ce soir, j'ai tenté d'instiller un tout petit peu de poésie, mais enfin, c'était quand même surtout de la science. Si je remplace une phrase par une autre, qui dit à peu près la même chose, finalement, ça reste le même exposé. Et c'est pas très grave. Dans un poème, si vous enlevez une virgule, c'est plus le même poème. Tout s'effondre. Aucun mot ne peut être remplacé par un autre. C'est une précision absolument extrême. Donc je dirais que quand on parle de licence poétique parfois, pour dire c'est un peu flou, c'est une licence poétique, c'est un non-sens absolu. La poésie, c'est le contraire du flou. C'est le contraire d'une posture un peu esthétisante, cucu. Une belle fleur qui flotte sur l'eau, ça peut être poétique, mais ça ne l'est pas nécessairement simplement parce que c'est quelque peu mièvre. Je crois que la poésie, au contraire, c'est une précision presque chirurgicale d'une langue qui est taillée au scalpel. Et moi, je dirais que pour moi, mais c'est personnel et mon ami aura sans doute une autre réponse, vivre poétiquement, ça veut dire se donner une extrême cohérence locale, parce qu'en effet, le poème doit tenir, mais s'autoriser finalement une grande incohérence globale. Parce que qu'y a-t-il de commun entre Villon et Rimbaud? Rien, si ce n'est la précision. Et donc, se donner un peu de marge, un peu de jeu, un peu de flou à l'échelle globale, pour le dire simplement, n'avoir pas peur d'être schizophrène. En revanche, bien sûr, à l'échelle locale, qu'il s'agisse d'une œuvre picturale, qu'il s'agisse d'une équation ou qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, là, je crois qu'en effet, la cohérence est très importante. Et pour le troisième point, je n'ai pas grand-chose à dire. Astronomie et astrologie ont pendant longtemps fait communauté de destin, puis se sont séparés. J'ai pas beaucoup de sympathie pour l'astrologie, en fait, parce que je trouve que l'astrologie, quand elle était encore poétique, quand elle était encore mystique, faisait quelque chose. Je ne sais pas bien quoi, mais qui avait peut-être à voir avec l'alchimie, par exemple. Bon, l'astrologie telle qu'on la voit aujourd'hui dans les cabinets de voyance ou dans les journaux,
je pense que c'est une imposture. Donc je n'ai pas de bienveillance pour cette démarche. Bonsoir. Très bien. Merci en tout cas à tous les deux pour ce colloque, c'est passionnant. J'ai une question. D'abord, vous remercie encore une fois pour l'introduction parce que vous mettez pas mal de concepts à notre portée et de prendre le temps de faire ça et de le faire de cette façon, ça ne doit pas être évident pour vous et c'est très satisfaisant pour nous. Bref, je voudrais sous votre tête, votre ministère, essayer de réduire la distance qu'il y a entre hommes et les étoiles. Merci. C'est mieux comme ça ? Bon, d'accord. Vous aviez évoqué que la semaine dernière, vous aviez parlé d'un problème récurrent entre la nature de l'homme et son péril, qu'à travers sa propre existence, il amène son péril. C'est un point qui a été évoqué depuis les années 70. On peut penser déjà au secrétaire d'État Marie Fargue qui a écrit des livres sur ce point. Plus proche de nous et pour faire dans l'actualité, Elon Musk, qui est le propriétaire de Tesla, a dit postule, à tort ou à raison, que le plus grand péril de l'homme pourrait être l'intelligence artificielle. Connaissant encore une fois cette nature intrinsèque de l'homme, est-ce que la fait de maîtriser les ondes gravitationnelles pourrait être un moyen de survivre à l'homme, pour l'homme, c'est-à-dire en colonisant les étoiles? Alors, est-ce que ma question... Oui, non, mais j'étais en train de me demander si j'essayais de rester politiquement correct ou si je me lâchais pour la fin de soirée. Pas du tout. Bon, je vais me lâcher. La seule façon de survivre, c'est d'être moins con, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une planète à disposition et en quelques décennies, on l'a salopée de façon irrémédiable. C'est quand même... on parle, à propos des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et d'autres d'ailleurs, pas seulement celle-là, de crimes contre l'humanité. C'est un terme lourd, un terme fort. Moi, je crois que là, on est en train de commettre un crime contre l'avenir. C'est quelque chose d'aussi lourd. C'est quelque chose d'incroyable, en fait. On se fascine tous pour la vie extraterrestre, et moi le premier, j'ai aucun dédain pour ce genre d'études. Mais enfin, c'est bien de se demander s'il y a de la vie extraterrestre. Mais qui a commencé à regarder ce qui se passait dans un pré? Et tu avais raison quand tu disais qu'il ne faut pas seulement regarder les oiseaux voler, il faut aussi regarder au niveau du sol. Mais ils sont là, les aliens. Il y a des choses d'une complexité, d'une beauté absolument sidérante autour de nous, et nous les aurons détruits avant même de commencer à avoir l'idée de les regarder. Donc moi je pense que la déclaration du président de Tesla est complètement débile, que le seul danger majeur de l'humanité, c'est que c'est que nous sommes en train de détruire notre espace de vie et nous n'engageons pas que nous partageons cette planète avec 9 millions d'espèces, mais bientôt beaucoup moins. Nous tuons d'ailleurs chaque année environ 1000 milliards d'animaux, dans l'indifférence la plus totale. Donc là, il y a aussi des choses à penser. Et la seule manière de s'en sortir, c'est pas d'inventer des technologies délirantes avec des voitures très en vogue en Californie, c'est d'arrêter de tout foutre en l'air. Donc les voitures de Tesla ne nous sauveront pas plus que les ondes gravitationnelles. La seule chose qui nous sauvera, c'est d'arrêter de changer nos téléphones portables tous les 6 mois et de consommer des quantités d'énergie que la planète ne peut pas supporter. La croissance est exponentielle. Une croissance exponentielle dans un système de taille finie, c'est juste pas possible. En physique, on le sait, on appelle ça une instabilité. Nous sommes rentrés dans un régime d'instabilité. Un régime d'instabilité, ce qu'il caractérise, c'est que très rapidement, il crache. Donc il n'y a aucun doute possible. On va au crash et on continue. Mais c'était pas contre toi, bien sûr. Mon emportement est pas à ton encontre. Ta question est très raisonnable. Merci d'y avoir répondu. Le fin de la question, c'était, puisqu'on ne peut pas changer la nature humaine, est-ce qu'on a un espoir de pouvoir, à travers d'autres technologies... Moi, je pense, et peut-être mon collègue sera d'accord, que l'espoir, c'est la sagesse, ce n'est pas la technologie.
Bonsoir. Merci déjà aux grands voisins de nous accueillir tous autant qu'on est dans le cadre de l'université populaire. Ça fait toujours plaisir de venir. Merci à vous deux d'être là. Merci de la dynamique de rendre poreux voilà, le côté artistique, poétique et le côté scientifique, de nous rappeler que ils ne sont pas ennemis ou adversaires l'un de l'autre, tout est complémentaire. Moi, je pensais venir et je pensais qu'il n'y aurait qu'Aurélien en fait, qui serait là. Donc, j'ai une question qui me vient à l'esprit, enfin qui m'est venue à l'esprit quand tu l'as posée, même si j'en ai plein, des questions dans l'absolu. Tout à l'heure, tu parlais de perte d'informations dans les trous noirs, d'amnésie des trous noirs, et là, j'avoue que j'ai rien compris. Donc, si tu pouvais expliquer un peu ce que ça veut dire, pourquoi c'est important comme ça l'information, qu'est-ce que c'est que l'information? Merci. En fait, tu vois, si tu as un système qui évolue, donc tu lances un stylo, voilà, hop, il fait sa petite parabole là. Et si tu regardes l'état final, donc tu vois le stylo qui est en train d'atterrir, si tu connais les lois de la physique, à partir de l'état final, tu vas pouvoir retrouver l'état initial. Parce que finalement, quelque chose se conserve, qu'on appelle l'information, et donc tu peux passer le film à l'envers en fait. Et si tu vois qu'un bout du film, évidemment, ce n'est pas les lois, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais si tu connais les lois, à partir d'un petit bout du film, tu peux inférer ce qui s'est passé dans le passé. Et ça, c'est tout le temps vrai. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, et on s'en sert en permanence pour essayer soit de se projeter dans le futur, soit de retourner dans le passé. Ça ne change pas grand-chose, parce que la plupart des lois fondamentales sont invariantes par renversement du temps. Et donc, ça marche très bien. C'est la capacité de prévoir. Sauf que si là, tu avais un trou noir, alors d'abord, il faudrait s'inquiéter, parce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas dangereux, mais s'il était effectivement là, on serait mal. Vous savez que la Terre, pour en faire un trou noir, il faudrait la comprimer dans quelque chose qui ferait quelques millimètres de rayon. C'est très dense, un trou noir. Merci. Donc si là, on avait un trou noir qui avait cette taille-là, il serait nettement plus lourd que la Terre. Donc voilà, si on avait un trou noir et qu'on jetait le même stylo dedans, ce qui se passe, c'est que en fait, rien dans l'état physique du trou noir ne témoignera du fait qu'un stylo est rentré dedans. C'est-à-dire que si à la place d'avoir jeté un stylo, j'avais jeté une botte de carottes ou un téléphone portable, que je ne remplacerai donc pas pour ne pas polluer, eh bien, l'état final du trou noir serait le même. Donc là, tu vois, ça s'inscrit en faux par rapport à cette espèce de postulat presque fondamental de la physique, qui est que si je connais l'état final, je peux trouver l'état initial. Non. Pour un trou noir, quel que soit ce que je mets dedans, l'état final est le même. Et donc, l'information semble irrémédiablement perdue. Alors après, on a compris que le trou noir s'évaporait. C'est Stephen Hawking qui a montré ça. Et on s'est dit, peut-être que le rayonnement émis par les trous noirs va recracher, entre guillemets, l'information. Mais il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que même le rayonnement de Hawking ne garde pas l'empreinte de l'information de ce qui est tombé dans le trou noir. Donc aujourd'hui, c'est un grand paradoxe qui est étudié en physique théorique, qu'on appelle donc le paradoxe de l'information. Il y a des milliers d'articles qui sont publiés sur ce sujet. Chaque physicien, théoricien digne de ce nom a son idée sur comment le solutionner. Et j'ai mon idée. Mais en réalité, aucune de ces idées n'est consensuelle. Et la conclusion honnête est que nous ne savons pas ce qu'il advient de l'information dans les trous noirs. Et nous pensons que pour répondre à cette question, il faudra vraiment mieux comprendre ce qu'ils sont. Et mieux comprendre ce qu'ils sont, c'est aussi mieux comprendre ce qu'est l'origine de l'univers. Parce que le Big Bang et l'intérieur des trous noirs sont des phénomènes physiques qui sont assez voisins l'un de l'autre. Donc il y a quelque chose de très profond qui se joue là. C'est pour ça, si tu veux, que ça... Parce qu'il y en a plein des problèmes en physique. Donc pourquoi parler de celui-là plutôt que d'un autre? Parce que celui-là convoque en fait des savoirs qui sont extrêmement utiles et extrêmement signifiants pour s'interroger sur les origines. Mais la réponse n'est pas encore à notre portée. Oui. Oui, mais c'est bien le problème. C'est que peut-être, alors comme il n'a pas le micro, je dis pour l'enregistrement, ce que tu dis, c'est que ça paraît contradictoire parce que on connaît la taille qu'aurait le trou noir dans lequel s'effondrerait la Terre, donc il y a bien une information. Oui, certes, mais c'est bien le problème. Il y a une information qui est la masse. Pour être tout à fait exact, il y a 3 informations dans un trou noir, qui est la masse, la charge électrique et le moment angulaire. Mais 3 informations, alors que la Terre, elle est faite de milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'atomes. Donc tu as au départ une quantité colossale d'informations et à la fin tu n'en as plus que 3. Donc tu en perds quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Ouais, bonsoir. Je me joins à tous ceux qui m'ont précédé pour vous remercier d'être ici puis pour tout ce que vous nous avez raconté déjà. J'ai 2 petites questions.
La première, elle est plutôt pour vous deux en fait. Vous avez parlé de la décolonisation intellectuelle, enfin, s'il y a encore une décolonisation. C'est surtout pour savoir est-ce que la science occidentale, pour peu que ce terme veuille dire quelque chose, les autres cultures peuvent lui apporter quelque chose. Est-ce qu'il y a, dans la démarche scientifique, on peut y intégrer d'autres approches, ou est-ce que déjà la notion même de science et de démarche scientifique, elle transcende toutes les cultures? Écoute, oui et non, à mon avis. D'abord, la vraie réponse, c'est je ne sais pas, bien sûr, mais je peux donner un sentiment. Mon sentiment, c'est oui et non. Alors, pourquoi oui et pourquoi non? Oui, parce que l'intuition scientifique ne naît pas ex nihilo. Tout à l'heure, tu disais que la relativité avait été inventée en même temps que le jazz, et en effet, quasiment en même temps que Kandinsky, Mondrian et Malevich inventaient l'art abstrait, et en même temps que Schoenberg inventait la musique sérielle. Donc il y a eu un moment comme ça de profusion intellectuelle extraordinaire. Et je ne serais pas étonné que l'intuition scientifique se soit nourrie, évidemment, de cet environnement culturel. Et donc, il me paraît évident qu'un scientifique qui évoluerait dans un autre environnement culturel, y compris religieux, aurait un autre imaginaire, et que par conséquent, sa capacité à façonner de nouvelles idées en serait infléchie. Donc, bien sûr, un scientifique reste avant tout un homme ou une femme, et donc il est innervé de son environnement. Mais je dirais aussi non, parce que je ne crois pas à l'idée suivant laquelle tout est dans tout. Et donc, je ne voudrais pas quand même qu'on pense... Juste, je vais donner un exemple. Mon oncle est critique d'art, et il m'a dit une fois, le modèle du Big Bang, vous n'inventez rien, finalement, la Bible nous apprend qu'il y a eu la Genèse, et ben, vous avez mis en équation cette idée-là. Et ça, c'est quand même juste faux, en fait. C'est strictement faux. Parce que tous les scientifiques du XXe siècle étaient absolument certains, étaient convaincus que l'univers était éternel, avait existé de toute éternité. Le Big Bang n'a pas été inventé pour coller à la prédiction biblique. Il a été inventé parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était la seule solution qui marchait encore. Et là, on ne doit pas penser que le modèle a été construit de façon ad hoc parce qu'un présupposé religieux conduisait à ça. C'est historiquement, sociologiquement et scientifiquement faux. Donc voilà, il y a des porosités, je pense qu'elles sont bienvenues, mais en même temps, je trouve important quand même que nous demeurions en situation d'être surpris, et que donc nous ne cherchions pas à retrouver dans la science ce que par ailleurs on peut trouver dans la poésie de Villon, ou le Coran, ou la Bible. Tous ces textes sont remarquables, mais ont leur logique propre. Et moi, je serais assez partisan de ce que ces logiques soient reconnues, admirées, respectées en tant que telles, mais qu'aucune d'elles ne tente de s'imposer aux autres, ni dans un sens, ni dans l'autre. Bien sûr, sans qu'aucune ne détermine l'autre, il y a en tout cas cet aspect sur lequel moi que je ne peux pas changer parce que je n'ai pas un autre modèle, c'est qu'il y a des sortes d'individus, d'humains, qui ont une énergie, une spiritualité, une élection divine, appelez ça comme ça, et qui peuvent être en même temps de super scientifiques et de super religieux, et qui arrivent à relier les deux mondes pour plus de savoir, pour plus de découvertes. Je pense que ça existe, et c'est une démarche. J'invite en fait les religieux, les scientifiques et les artistes à faire un conglomérat pour expliquer le nouveau monde. Et je voudrais rajouter dans ce sens une anecdote amusante. Je l'ai dit de façon un peu caricaturale. Stephen Weinberg est un des plus grands physiciens du XXe siècle, prix Nobel de physique, quand même très, très, très génial, hein, mais un peu psychorigide, quand même scientiste, quoi. Et il a écrit un article qui s'appelle Against Philosophy. Ça veut tout dire. Et quand il ne comprenait pas, enfin il n'aimait pas, je crois, la pensée religieuse, et il pensait qu'il fallait quand même être un peu fou, quoi, pour croire en Dieu, quand un scientifique digne de ce nom. Et en fait, il a inventé la théorie du modèle standard des particules avec un autre physicien génial qui s'appelle Salam,
avec qui il a partagé le prix Nobel. Et il se trouve que Salam était musulman, faisait toutes ses prières, et Weinberg devenait fou en disant mais c'est pas possible que ce type extraordinaire puisse en même temps faire ça. Eh bien si, voilà, c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment le rappeler parce que moi je suis athée, je le dis publiquement, mais je trouve que l'irrespect envers la pensée religieuse qu'on observe aujourd'hui, et quand même il faut bien le dire, en particulier envers la pensée musulmane, est terrifiant. Voilà. Et donc moi en tant qu'athée d'environnement culturel chrétien, je suis effaré de la défiance qu'il y a face à la pensée religieuse, en particulier islamique aujourd'hui en France. Et vraiment, je le dis publiquement pour qu'on mette fin à cette situation. Bonsoir. Ici, sorry. Donc j'avais juste une petite question. En fait, juste pour rebondir sur l'aspect un peu poétique, avec une espèce de précision en fait dans le choix des mots. Et ma question est en fait plutôt sur les aspects intuitifs, on va dire. C'est-à-dire que un peu comme une espèce de synthèse disjonctive, on va dire, pour reprendre un peu Deleuze, c'est le côté intuitif, le côté un peu dissonance cognitive, etc., qui vont en fait guider nos pas. Je me demandais en fait au niveau... Enfin, j'ai d'autres questions, mais ça, pour moi c'est la plus importante. C'est au niveau intuitif, au niveau physiologique en fait. Quelles étaient en fait personnellement vos propres réponses en fait à ces espèces d'intuition. Quelque chose ne va pas dans le modèle. Vous allez calibrer votre modèle et puis quelque chose ne va pas. Et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes au bord d'une espèce de physique nouvelle. Et vous avez besoin en fait un peu comme un poète en fait, de regarder ce qui ne va pas et d'essayer intuitivement de trouver en fait une espèce de direction. Donc je me demandais en fait comment vous personnellement vous ressentiez cette direction optimale, on va dire, ou non optimale parce que c'est non linéaire bien sûr. Je n'ai aucune idée des processus cognitifs qui permettent l'émergence de la créativité. Je crois qu'en fait il faut mieux pas les connaître. J'ai peur que si j'étais capable de les identifier, cela pourrait justement les inhiber. Bon, en même temps, en ce qui me concerne, j'estime n'avoir jamais eu d'idée géniale, donc peut-être c'est simplement que je ne connais pas cette expérience et que c'est pour ça que je ne peux pas la reconnaître. Mais des idées non géniales, j'en ai eu, bien sûr. Là, je travaille sur un modèle de trou noir. Je me suis dit que peut-être ça ne se passait pas comme on le croyait. Je ne vais pas expliquer le détail maintenant. Écoute, je crois que en fait, peut-être, s'il fallait dire un mot, ça serait celui de courage. Je crois que c'est le moment où quelque chose qui te paraît un peu fou, tu as le courage de le regarder en face. Mais évidemment, le courage doit toujours s'accompagner de l'humilité. Parce que le courage sans l'humilité, c'est la folie. C'est-à-dire c'est le moment où tu deviens Don Quichotte, qui est très beau finalement. Le personnage de Don Quichotte, moi, il m'émeut énormément, mais il est quand même un peu fou. Et donc, je pense que c'est très important quand tu as le courage de te dire, là peut-être que mon avis, qui est singulier, hétérodoxe et contre tous, a du sens. Donc tu t'y accroches un instant, mais surtout il faut le faire en étant prêt à tomber, quoi. C'est-à-dire voilà, avec humilité et savoir qu'il est extrêmement probable que nous ayons tort. Écoute, voilà, c'est un équilibre de l'instable. Moi, j'ai rien d'autre à dire. L'intuition, ça fait partie, je reviens encore à la foi, mais on ne la calcule pas, on ne se l'explique pas. On peut la subir et on peut, je veux dire, la développer en sorte de joie, de bonheur, d'esthétique. Et faire confiance à cette intuition. Une dernière question et après on passera à la conclusion. Je suis désolé, j'en avais deux, mais je vais me retenir. Bon, d'abord, merci à tous les deux, hein, c'était passionnant ce que vous avez dit. Enfin, voilà. Ma question, c'est vis-à-vis de la matière noire, il y a tellement d'interrogations dessus, tout ça. J'ai aucune prétention d'avoir une idée ni quoi que ce soit, c'est juste un questionnement, j'attends qu'on me démontre que j'ai tort, mais j'ai cette question à ce propos de la matière noire. C'est vrai que, étant donné que une particule pourrait être à deux endroits à un seul moment,
C'est-à-dire qu'elle a cette masse à ces deux endroits différents. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que cette masse, qui n'est pas encore... comment expliquer ça, que c'est cette masse en fait qui est la matière noire. C'est-à-dire que nous, on observe une particule à un moment donné, elle a une masse à cet endroit-là parce qu'on la voit visible à ce moment-là, mais que dans tous ces autres états potentiels, en fait, elle est aussi une masse, et que ce soit cette masse que l'on n'observe pas qui soit en réalité la matière noire. C'est qu'un postulat d'amateur. Hein, donc, Non, mais la délocalisation des particules dans le monde subatomique, ça a lieu dans des processus assez complexes avant qu'il y ait perte de cohérence. Quand tu mesures des quantités macroscopiques de masse, bien sûr, tu as toujours un peu de délocalisation, mais ça ne change absolument rien. Ça veut simplement dire, si tu veux, que la particule, si tu localises, mesure exactement sa vitesse, tu ne sais pas si elle est là ou si elle est un micron plus loin. Mais ça ne change absolument rien à l'évaluation de la masse totale de l'univers. Donc le fait que la masse des étoiles ne suffise pas du tout à expliquer la masse totale des galaxies, par exemple, que l'on mesure à partir des courbes de rotation, ne change strictement rien si on tient compte de l'infime des localisations quantiques, parce que c'est une mesure globale, si tu veux, qui a trait au processus gravitationnel et qui est absolument pas sensible aux détails infinitésimaux de la localisation, mais qui n'est pas vrai que pour la matière noire, qui est vrai aussi pour la matière non noire. Donc ça, je pense pas, hélas, que ce soit une solution possible. Tu as failli avoir le prix Nobel, mais il faudra attendre encore un peu. Conclusion. Bon, j'ai commencé avec Jean Genet, c'est ça, alors je vais finir avec Jean Genet. Voilà. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et des prés l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul, je vais mourir. J'espère que cette petite histoire d'étoiles va contribuer à l'engagement collectif pour la décolonisation du savoir et accélérer la recherche du sens commun. Je vous remercie. Merci à tous d'être venus. La semaine prochaine, donc, nous avons une séance sur le réchauffement climatique avec Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC, avec les crapauds fous, les cryptes des crapauds fous et 2 associations des grands voisins. Donc, vous l'avez compris, nous souhaitons à l'Université populaire rendre ce qui tourne en boucle dans les chaînes télé impossible, ouvrir les possibles. Et même si, comme le disait Einstein, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé, que cette université soit une pierre non pas posée, mais une pierre lancée, et qui s'ajoutera aux autres forces qui un jour feront basculer les civilisations. Et en toute dernière conclusion encore, on va paraphraser Lorenzacchio, nous en avons assez d'entendre brailler en plein vent ce bavardage humain. Nous voulons que le monde sache qui nous sommes et qui il est. Donc merci, à la semaine prochaine. Au revoir.